Bonjour à tous et à toutes. Bonjour et bienvenue à cette émission du 24 janvier 2018 de 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler des histoires méconnues des bateaux sur le fleuve Saint-Laurent. Avec nous aujourd'hui à la co-animation, nous avons Louise Lenesse. Bonsoir. Et à la console, nous avons Emmanuel Bernier. Bonjour. Et si jamais vous ne reconnaissez pas ma voix, c'est parce que c'est ma première animation avec vous ce soir. Donc, bonsoir, mon nom est Chloé Chevary-Poirier et ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, aujourd'hui, nous recevons en entrevue Samuel Venière, qui est historien au Musée naval de la Ville de Québec. Il a contribué à des expositions comme celle qui se nomme Héritier des guerres, qui est encore au musée si ça vous intéresse de le regarder. Et le Jeffy Jan 2, un yacht, une guerre, une légende. C'est aussi lui qui est derrière le site anecdotehistorique.net. Ça, c'est anecdote historique au pluriel. Donc, bonsoir Samuel. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, moi aussi. Merci beaucoup. Donc, premièrement, Samuel, qu'est-ce qui t'a intéressé à t'intéresser vraiment à l'histoire du fleuve Saint-Laurent comme on va l'aborder aujourd'hui? Eh bien, je me suis intéressé beaucoup aux histoires du fleuve Saint-Laurent quand j'ai réalisé qu'elles étaient tellement présentes dans l'histoire du Québec et sont, à mon avis, absolument indissociables de l'histoire de la Ville de Québec. Et il y a beaucoup de ces découvertes-là que j'ai faites lorsque j'étais historien au Musée naval de Québec en 2015 et 2017. Donc, j'ai découvert des choses assez anecdotiques dont j'ai assez hâte de vous parler. Parfait. Donc, pour commencer, on commence en musique avec une série de musiques aujourd'hui qui vont être sur le thème des bateaux. On commence avec les Cowboys fringants avec La Marine marchande. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai signé au revoir la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Je quitte mon trou à rang pour une coupe de 100 piastres. Qu'est-ce qu'un gars ferait pas pour plus te revoir la face? Oh mon prince charmant, t'as jamais travaillé. Puis t'es le pire fenêtre que la terre a engendré. Si c'est vrai que tu t'en vas, je m'installe sur le rivage. Pour te voir mon gros gars t'éloigner vers le large. T'es méchante quand t'es saoul, pis comme t'es toujours saoul, ben t'es tout le temps méchante. C'est comme des portes tournantes. Alors oui, j'ai signé pour plus t'avoir la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Oh, à boire, car j'ai la gorge en feu. À boire, pour les couples malheureux. À boire, un dernier coup la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Oui, je me suis engagé dans la marine.
Je suis vraiment paumé si loin de mon pays. T'as beau être une vraie folle, mais faut que je m'y résigne. J'attrape le premier vol le jour où tu me fais chier. Ah, tu peux bien revenir, mais presse-toi pas, mon grand. Y'a pas le feu au navire, et puis en t'attendant, j'suis en bonne compagnie avec la voisine d'en haut qui chaque soir dans notre cul te garde la place au show. No! Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter les ondes de 3600 secondes d'histoire. Premièrement, le sujet qui lie vraiment tout ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le fleuve Saint-Laurent. Donc, pour bien comprendre l'importance du fleuve Saint-Laurent dans la vie des Québécois au 19e et 20e siècle, pouvez-vous essayer de nous en glisser quelques mots? Oui, absolument. En fait, le fleuve, on l'imagine mal aujourd'hui, mais il fait vraiment partie de la vie intégrante, la vie quotidienne des gens. Notamment dans le parti du port de Québec, qui est une partie où il y a beaucoup d'activités. Ça grouille d'activités commerciales dans ce coin-là. Et donc, vers le milieu du 19e siècle, Québec, c'est quand même un port extrêmement achalandé. On parle d'un 5e port le plus achalandé au monde, 3e en Amérique du Nord, après Boston et New York. Donc, visuellement, déjà, il y a souvent beaucoup de bateaux sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, on les voit. Mais c'est aussi lié à la vie professionnelle des gens. Notamment en Basse-Ville. Le 19e siècle, c'est le moment où le quartier Saint-Roch va beaucoup se développer. Et dans le premier quart du 19e siècle, une des vocations de ce quartier-là, un quartier ouvrier, ça va être à la construction navale. La vingtaine de chantiers navals qui sont parsemés le long de la rivière Saint-Charles engagent environ 3000 personnes juste dans le quartier Saint-Roch à cette époque-là. C'est plus de la moitié du quartier. Donc, c'est beaucoup de gens. Et ça fait partie de leur vie. Et en plus, les gens, ils ont l'habitude d'aller assister au lancement officiel des bateaux. On met les bateaux sur des espèces de poutres diagonales, on les fait glisser dans le fleuve, pas dans le fleuve, mais plutôt dans la rivière Saint-Charles. Et là, ça fait un beau splash, c'est toujours bien impressionnant. Les gens ont pris l'habitude d'aller voir ça. Et par année, la rivière Saint-Charles produit beaucoup de bateaux, parfois plus d'une centaine, donc c'est beaucoup. Et finalement, quand on va dans d'autres quartiers, par exemple les maisons plus côtières du coin de Cap-Diamant, on se rend compte sur les photographies anciennes que les gens ont tous une barque ou une chaloupe, ont tous leur petit quai. Donc, ils utilisent ce moyen de transport-là. Ça fait partie de leur vie au quotidien. Et puis, vous ajoutez à ça tous les immigrants qui arrivent à chaque année, sont de 20 à 30 000. Des fois, ça va jusqu'à 100 000 personnes. Il y a un pic en 1847 là, avec les Irlandais. Et tous ces gens-là arrivent par bateau. Donc, ça va vraiment moduler la vie des gens. Le fleuve Saint-Laurent va faire un peu la fortune de Québec au début du 19e siècle. Mm-hmm. Et donc, les bateaux, oui, vont être utilisés comme moyen de transport, on le comprend bien, le fleuve étant un peu comme l'autoroute, si on veut, là, à cette époque-là. Oui. Mais les bateaux vont aussi avoir d'autres utilisations qui sont peut-être un peu plus étonnantes là, avec nos yeux d'aujourd'hui, nos yeux contemporains. Et il y a entre autres des bateaux qui sont des bâtiments d'incarcération, des espèces de bateaux-prisons. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une excellente question. Les bateaux-prisons, c'est une histoire assez fascinante parce que c'est une histoire méconnue. C'est un vieux procédé, un bateau-prison, finalement, qui consiste à transformer un bateau en prison, comme le nom le dit. Et ça date du 18e siècle, l'époque du développement des grandes marines, des grands empires coloniaux. On va réutiliser les vieux navires qui sont à la casse pour en faire des lieux d'incarcération. Donc, on va les démater. On enlève les mâts du navire, on enlève tout le gréement, c'est-à-dire les voiles du navire. On va y enlever son système de navigation. Et on va placer des barreaux dans les sabords, ces espèces de petites trappes qu'on rouvre et par lesquelles on fait passer les canons normalement. Et pourquoi c'est si gagnant de transformer un bateau comme ça en prison? Parce qu'on peut y mettre beaucoup de gens. Ça prend une équipe de surveillance assez restreinte et finalement, ça réduit un peu les possibilités de s'évader comme l'eau constitue une espèce d'obstacle naturel. Et donc, on va aussi les appeler des pontons. À la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, c'est des synonymes, en fait. Parce que les gens ne savaient pas forcément nager, même s'ils avaient autant de chaloupes et de bateaux. Là. Absolument, absolument. Les gens, à l'époque, ne savaient pas nécessairement nager, ou du moins, peut-être pas autant qu'aujourd'hui, effectivement.
Et ce genre de bateau-là, qu'on appelle aussi des pontons à cette époque-là, est-ce qu'on va en retrouver sur le fleuve Saint-Laurent? On va en retrouver, mais ce ne sera pas nécessairement des lieux d'incarcération fixes, comme on va l'utiliser, par exemple, en Angleterre, en France, où on a beaucoup de navires qui traînent et qui sont dépassés par la technologie de navires qui sont plus rapides et plus légers. On va en utiliser aussi en Australie. Si vous allez taper ça sur Internet, vous allez voir quelques exemples assez intéressants de bateaux qui sont trafiqués pour devenir des prisons. Mais ici, ça va plutôt être des navires de transport de prisonniers. Et j'ai découvert ça justement quand j'étais historien au musée naval. Je lisais un journal de bord d'un navire qui a été donné à la marine canadienne par un riche marchand à l'époque, de la famille des Caldwell. Et dans le journal de 1940, le bateau est utilisé au port de Québec, comme patrouille essentiellement. Et là, c'est écrit « Patrolling Prison Ship ». Donc, en train de patrouiller un bateau-prison. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un bateau-prison, c'est donc bien intéressant. Et je fais quelques lectures sur le sujet et je tombe rapidement sur l'histoire de 4 bateaux-prisons qui sont venus au Canada au tout début de la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été momentanément trafiqués pour servir de transport de prisonniers. Donc, est-ce qu'il y a eu une espèce d'évolution de la signification du terme à travers le temps? On peut dire qu'il y a eu une évolution, effectivement, de la terminologie dans le temps, parce que les navires qu'on va voir ici à Québec en 1940, ce ne sera pas des lieux d'incarcération fixes comme ceux qu'on a vus au 18e siècle, au 19e siècle. Par contre, la terminologie, c'est quelque chose qui est sans cesse en flottement aussi, pour faire un excellent jeu de mots avec les bateaux. Et donc, ça va changer. Par exemple, à la fin du 20e siècle, jusqu'à tout récemment, on voit des prisons modernes émerger qui sont des prisons flottantes. Une de ces prisons flottantes-là a été construite aux États-Unis à la fin des années 1980 dans le port de New York. Et c'est un navire qui s'appelle le Vernon Sea Bain Center. C'est une prison flottante qui peut accueillir jusqu'à 800 personnes. Et en 92, le livre des records Guinness le classifie comme la plus grosse prison flottante au monde. Donc, oui, on peut affirmer que la terminologie change. C'est pas quelque chose qui est fixe dans le temps. Et donc, on en retrouve encore aujourd'hui, finalement. Mm-hmm. Donc, pour venir au fleuve Saint-Laurent, on va reparler un petit peu de ces bateaux que vous avez brièvement mentionnés un petit peu plus tôt. Donc, c'est 4 bateaux-prisons qui partent de l'Angleterre en juin-juillet 1940, donc au tout début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je vais vous donner les noms parce que ça va être plus simple comme ça. Donc, le Duchess of York, le Arandora Star, le MS Ettrick et le MS Sobieski qui transportent des détenus qui viennent de l'Angleterre jusqu'au port de Québec. Mais il y en a un d'entre eux qui n'arrivera pas à bon port. Qu'est-ce qui se passe avec ce bateau-là? Il va y arriver une tragédie à ce bateau-là. Il faut comprendre qu'on est en 1940, on est en plein contexte de guerre. Et si on brosse rapidement le tableau là, de pourquoi ces gens-là sont envoyés ici, eh bien, on est en guerre totale avec l'Allemagne. Ça implique aussi les populations. Et à la fin des années 30, il y a beaucoup de gens qui vont fuir les régimes totalitaires de l'Allemagne, de l'Italie. Ils vont se réfugier sur les frontières. Ils vont aller essentiellement en Grande-Bretagne, où au début, on les accueille, mais à quelque part, ces gens-là, c'est des Juifs, certes, mais ce sont aussi des Allemands et des Italiens. Et on n'est pas sûr qu'on peut leur faire confiance. Il y a beaucoup d'antisémitisme à l'époque aussi. Et on pense que parmi ces milliers et de milliers de réfugiés qui arrivent, eh ben, il y a quelques espions allemands qui sont cachés et qui sont déguisés en juifs et viennent préparer l'invasion de l'Angleterre. Et ça va un peu déclencher une certaine peur. Et on va les interner préventivement, qu'on dit à l'époque, mais finalement, ça va s'étaler sur plus d'1 an. Et on va en envoyer près de 8000 au Canada, parce qu'au Canada, il y a des camps de concentration, qui sont des camps de prisonniers de guerre en temps de guerre. Et le premier qui part, c'est le SS Arandora Star. Il va avoir un destin tragique, malheureusement. Il est au port de Liverpool. On est au mois de juin 1940, et on met pêle-mêle dans ce bateau-là des réfugiés, mais aussi quelques soldats nazis. Et donc, on part. Et le lendemain matin, il est torpillé par un sous-marin allemand. C'est le U-47, dirigé par un capitaine sous-marinier qui a une grande réputation à l'époque. C'est un as sous-marinier, comme on appelle dans la marine allemande. C'est-à-dire, c'est d'excellents tireurs, on pourrait dire. Il s'appelle Gunther Prien. Et donc, le navire va sombrer, malheureusement, avec plus de 800 personnes qui vont mourir noyées. Il y en a quelques-uns qui vont être récupérés. Le lendemain, par contre, seulement, donc ils sont passés plusieurs heures dans l'eau glacée de l'Atlantique. Évidemment, il y a des canaux de sauvetage, mais c'est pas tous les passagers
qui vont vouloir y aller. Il y en a qui ont peur. Ils sont crispés par la peur. Les Italiens, paraît-il, restent sur le bateau et malheureusement vont sombrer avec lui. Et donc, le lendemain, c'est le HMCS Saint-Laurent, un navire canadien qui porte ironiquement le nom du fleuve aussi, qui va aller récupérer quelques-uns de ces rescapés-là. On parle d'environ 500 personnes. Donc, c'est beaucoup, mais sur les 1500 personnes qui sont embarquées, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont disparus. Donc, le tiers environ seulement qui vont s'en sortir. Exactement, exactement. Et est-ce que... En fait, vous l'avez peut-être un peu mentionné, mais tous les passagers de ces bateaux-prisons-là, que ce soit la Ronda Star, le MS Trick, le MS Sobieski ou encore le Duchess of York, sont pas tous des prisonniers de guerre. Non, ce sont pas tous des prisonniers de guerre. Il y en a, certes, il y en a quelques-uns, mais dans les premières années de la guerre, ça va être essentiellement ces réfugiés-là qui sont vus d'un mauvais œil. Et d'ailleurs, les prisonniers de guerre, quand ils sont normalement capturés après une bataille, après des événements militaires, ils sont protégés, entre guillemets, par la Convention de Genève. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les maltraiter. Ils doivent être abrités décemment, on doit les habiller, les nourrir correctement. Bref, ils doivent être traités dans la dignité. Et d'ailleurs, ici au Canada, ce principe-là va être respecté. Dans les camps de concentration du Canada, il va en avoir une trentaine lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a déjà lors de la Première, mais plus lors de la Deuxième. On va permettre aux soldats allemands de conserver leur grade, même au sein de la prison, au sein de leurs collègues prisonniers. Et ils peuvent même recevoir des nouveaux uniformes militaires directement de l'Allemagne, tant on respecte ce principe-là. Ça va poser parfois quelques problèmes, mais bref, on peut dire qu'on est assez permissif. Sauf que le problème avec les réfugiés, ils ne sont pas des prisonniers de guerre. Ils sont des civils. Donc, ils ne sont pas protégés par la Convention de Genève. Et malheureusement, parfois, ça va mener à de la maltraitance de la part des soldats. Donc, justement, c'est quoi la réaction des gens de la Ville de Québec ou plus en général des Canadiens face à cette arrivée massive de gens à partir de l'Angleterre qu'on voit vraiment probablement d'un mauvais œil? Oui, j'imagine qu'on s'attend pas à les conserver sur les bateaux-prisons pendant Ils arrivent pour débarquer ici. Ils arrivent pour débarquer, exactement. Ils arrivent pour être débarqués au port de Québec où ils vont être envoyés par train ailleurs, sauf s'ils restent à Québec. Parce qu'à Québec, il y a aussi un camp de concentration sur les plaines d'Abraham qui s'appelle le camp L. Et l'accueil de ces gens-là, il est très hostile. Parce que premièrement, c'est pas très clair des autorités britanniques avec le Canada qu'on va envoyer autant de réfugiés. Le Canada s'attend à recevoir beaucoup de soldats qui ont été faits prisonniers par l'armée britannique finalement. Et pour les gens de Québec qui accueillent ces gens-là, eux non plus ne s'attendent pas à voir sortir des prêtres, des personnes âgées, des enfants, des adolescents, des hommes de métier, des femmes. Ils s'attendent à voir sortir des soldats nazis endurcis. Pareil pour les soldats qui les accueillent, baïonnettes au canon, prêts à charger. Et quand ces gens-là débarquent, ça n'a pas la même apparence qu'un soldat allemand. Mais quand même, le choc va être assez important pour qu'ils soient traités comme tels. Et donc, ils vont être dépouillés de leurs biens assez violemment parce que l'incompréhension est véritablement là. Et il y a aussi de l'antisémitisme ici au Canada, comme c'est le cas dans tous les pays occidentaux à l'époque, fort malheureusement d'ailleurs. Mais quand ces gens-là vont être accueillis, souvent ils sont bousculés, ils se font insulter, lancer des objets par la population qui est rassemblée. Et donc, les prisonniers, ils en croient pas leurs yeux quand ils arrivent ici. Ils sont surpris, bien évidemment. Ils sont pas très bien traités, même ici, en fait, une fois débarqués. Quand ils arrivent ici, leur calvaire est loin d'être terminé. Et le pire, c'est qu'ils croient que ça va quand même être mieux ici au Canada. Mais non. Pas tant. Pas jusqu'à leur libération, en tout cas. Et est-ce que, parce que avec nos yeux d'aujourd'hui, on voit cette cargaison humaine-là, ces réfugiés juifs là qui arrivent ici, on voit ça comme étant très répréhensible moralement. Mais est-ce que à l'époque, est-ce que est-ce que ça va avoir des répercussions négatives pour les acteurs politiques qui vont avoir été impliqués dans ce processus-là? Absolument, absolument. Il faut dire que des événements comme le torpillage du Aranda Star, ça a vraiment attiré l'attention du public anglais, qui s'est mis, malgré l'antisémitisme de l'époque, à vraiment faire pleuvoir sur le gouvernement britannique un flot de critiques virulentes. Et ça n'a pas été très long pour que l'administration de Winston Churchill, le premier ministre britannique, mette les freins et soit forcée de revenir sur leur décision et d'admettre dès 1941 que l'internement, même préventif, des réfugiés avait été une erreur. Et on va commencer à les libérer aussitôt.
Et c'est aussi le cas au Canada, et c'est plutôt les prisonniers de guerre, vraiment des soldats qui vont prendre leur place ici au Canada pour le reste de la guerre. Et on va en interner peut-être 30 000 de ces soldats-là, donc plus que de réfugiés en fin de compte. Une histoire très tragique, évidemment, mais est-ce qu'il s'agit là, en 1940, de la seule manifestation qu'on va avoir sur le fleuve Saint-Laurent des bateaux-prisons? C'est la seule manifestation des bateaux-prisons, effectivement, en 1940. On peut dire à Québec, finalement, au milieu du 20e siècle. Par contre, dans l'histoire, on va envoyer de Québec des prisonniers en exil ailleurs dans le monde, donc à d'autres destinations. Mais en effet, le passage de ces bateaux-là, il est très spontané. Il arrive une fois. Il y en a 4 qui vont partir, quelques-uns qui vont arriver, mais ça n'arrivera pas pour le reste de la guerre. Par contre, quand ils vont arriver ici, ceux qui vont rester sur les plaines d'Abraham, on le dit, il y a un camp de concentration à cet endroit-là. Et le camp, il est exactement là où on met la scène du fameux festival d'été à tous les ans. Et donc, espèce d'endroit sablonneux là, qu'on appelle les Coalfields. Et donc, c'est environ 800 personnes qui vont être incarcérées à ces endroits-là. Mais c'est un camp temporaire. Il ne va rester ouvert que pendant 3 mois seulement, suite à quoi les prisonniers vont être envoyés ailleurs. Dans d'autres camps? Dans d'autres camps, effectivement, dans l'Ouest canadien ou en Ontario, ou aussi près que Trois-Rivières, où il y a aussi un camp. Souvent, ce sont de vieux bâtiments, les usines, transformées à la va-vite. Parce qu'on ne s'attend pas à recevoir autant de prisonniers, mais... Et l'urgence du moment aussi. Effectivement, on fait avec les impératifs de la guerre et on improvise parfois. Et après la guerre, est-ce que vous savez un petit peu c'est quoi le destin de ces gens-là qui étaient dans les prisons? La plupart ils vont tous être libérés. Et assez drôlement, assez anecdotiquement, il y en a qui vont s'engager dans des régiments volontaires pour combattre le nazisme, en fait, parce que ces gens-là, après tout, étaient les plus grands ennemis d'Hitler. C'est eux qui sont persécutés. Et donc, il paraît-il que ça va devenir d'excellents combattants. Oui. Donc, et est-ce qu'ils vont s'engager au Canada ou ailleurs? Il y en a qui vont s'engager dans des corps de régiments étrangers au Canada, effectivement, mais la plupart vont retourner en Europe, où ils vont rester en sécurité en Grande-Bretagne. Et finalement, juste pour nous mettre en appétit pour notre deuxième bloc aujourd'hui, à l'intérieur de ces bateaux-là, de ces bateaux-prisons, donc on a nommé précédemment, en plus des prisonniers, on va avoir un autre type de cargaison qui est très précieux, disons. Est-ce que vous pouvez nous dire très, très rapidement 2-3 petits mots là-dessus? Absolument. Oui. Et ça, c'est une histoire fort intéressante aussi parce qu'avec ces prisonniers-là qu'on envoie, on envoie aussi des richesses, des trésors, des objets historiques d'une portée nationale pour les pays, parce que l'Europe est menacée. Les armées allemandes envahissent l'Europe et il faut absolument cacher ces trésors-là, les préserver du pillage, parce qu'on a véritablement peur que les Allemands s'en saisissent avec raison. Et donc, on va en envoyer au Canada. Donc, suspense. On va en voir plus après la petite pause musicale. Mais en ce moment, on va aller justement en musique avec un sea shanty, un chant marin qui se nomme Randy Dandy O. Et cette version-ci, sous recommandation de notre invité, c'est la version qui a été produite dans le jeu Assassin's Creed numéro 4. Donc, on y va en musique avec Randy Dandy O. Now you're ready to sail for the Horn. Hey, roll and go. Our boots and our clothes, boys, are all in the porn. To me, rollicking Randy Dandy, oh. Heave a pole, heave away. Hey, roll and go. The anchor's on board and the cable's all stored. To me, rollicking Randy Dandy, oh. Hey. Soon we'll be warping her out through the locks. Hey, roll and go. Where the pretty young girls all come down in their frocks to be rollicking Randy Dandy, oh. Heave a pole, heave away. Hey, roll and go. The anchor's on board and the cable's all stored to be rollicking Randy Dandy, oh. Come breast the bars, bullies, heave her away. Way, hey, roll and go. Soon we'll be rolling her down through the bay to be rollicking Randy Dandy, oh. Heave a pole, heave away. Way, hey, roll and go. The anchor's on board and the cable's all stored to be rollicking Randy Dandy, oh. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire au prochain segment.
Donc, on l'a mentionné assez brièvement avant de partir en chanson. Mais ce trésor-là, il provient de quel pays exactement? De plusieurs pays. Parce qu'il va y avoir plusieurs choses qui sont envoyées au Canada, en plus des prisonniers. Les prisonniers, c'est déjà une cargaison assez sensible, une cargaison humaine. Mais comme les armées allemandes envahissent l'Europe, comme je l'ai dit plus tôt, les pays vont vraiment chercher à évacuer, à protéger leurs trésors nationaux en les faisant évacuer ailleurs. Et donc, en 1940, par exemple, la Grande-Bretagne, eh bien, elle craint un débarquement. Et donc, sur l'île, et donc, on va faire évacuer dans plusieurs bateaux, dispersés dans plusieurs bateaux, pour question que ce soit plus difficile, tout le trésor monétaire britannique. Et ça inclut des lingots d'or. On parle de plus de 450 millions en livres sterling qui vont être évacués en toute hâte de la Grande-Bretagne, en or et en sécurité financière, donc en finance, en papier. Et donc, on va les envoyer. Répartis dans quelques bateaux-prisons, finalement. On veut les cacher au Canada. Et on l'envoie au Canada parce que, premièrement, le Canada, c'est loin. C'est éloigné des zones de combat. Ici, c'est assez tranquille. Ça reste le principal allié de la Grande-Bretagne à l'époque, parce qu'en 1940, on se rappelle que les États-Unis ne sont pas encore embarqués dans la guerre. Ça va seulement arriver après l'événement de Pearl Harbor en 1941. Mm-hmm. Et donc, c'est le Canada qui est l'allié le plus fidèle de la Grande-Bretagne. Et donc, on va souvent utiliser le Canada à l'époque, quoique c'est un pays indépendant, un peu comme, on pourrait dire, presque encore comme une colonie. On considère que le Canada, c'est un peu comme la basse-cour de la Grande-Bretagne. Et on considère que le Canada va suivre la Grande-Bretagne dans toutes ses actions. Et c'est exactement ce qui va se passer également. Donc, on envoie ça ici, parce que ce butin-là pourrait servir, si jamais la Grande-Bretagne est envahie, mais le butin va servir à continuer la guerre, finalement. Et 450 millions de livres sterling, c'est quand même la plus grosse fortune jamais envoyée par la mer de l'histoire. Si on fait une conversion avec les dollars actuels, ça équivaut environ à 70 à 80 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, selon les budgets militaires que les pays ont, c'est assez dérisoire. Mais à l'époque, 450 millions de livres sterling, c'est quelque chose quand même. Et donc, ça peut permettre de donner un mouvement supplémentaire à la guerre, là, effectivement. Et on veut s'assurer que l'ennemi ne mette pas la main sur ce fabuleux destin. Mais ce fabuleux butin, pardon. Butin, voilà. Oui. Mais j'avais une question en vous écoutant parce que je me suis posé la question à savoir, les bateaux prisons pourraient être torpillés. Est-ce qu'on a eu peur de cette éventualité-là? On a eu très peur de cette éventualité-là. Et d'ailleurs, même les prisonniers, après la tragédie du Harald Star, le deuxième bateau qui est sorti, les prisonniers, ils savaient très bien qu'est-ce qui s'était passé avec le premier bateau et redoutaient d'ailleurs beaucoup plus la présence des sous-marins dans l'Atlantique que de côtoyer des prisonniers allemands avec eux. Et il en allait de même avec le Trésor. Et c'est pour ça qu'on l'a réparti dans plusieurs navires. Et c'est pour ça aussi qu'on a gardé le plus grand secret à ce sujet-là. Il y a eu un nom de code pour cette opération-là. Ils en ont toutes, les opérations militaires à l'époque. Par exemple, le débarquement de Normandie, c'est l'opération Overlord. Il y a plein d'opérations comme ça qui existent. Parce qu'imaginez qu'est-ce qui arrivait. Si jamais l'ennemi apprend l'existence du passage du trésor vers le Canada, il pourrait torpiller le navire ou encore pire, s'en emparer et l'utiliser contre les Alliés. Tout à fait. Et donc, on veut absolument garder le secret autour de ça, d'autant plus que j'ai lu, et là, je me rappelle pas, par contre, l'histoire exacte, mais ce genre de tragédie-là était arrivé lors de la Première Guerre mondiale. De la même façon, la Grande-Bretagne avait voulu évacuer quelques argents ici au Canada, et un bateau avait été coulé avec quelque chose comme 8 millions en livres sterling. Donc là, ça avait donné quand même un coup dur. On veut éviter ça. Et il y a toujours des risques associés à ça. Par contre, c'est une opération qui va avoir du succès et l'entièreté du trésor va être amenée ici au Canada et va être bien conservée. Mais il va être réparti sur plusieurs bateaux pour essayer d'éviter... Oui, sur 5 bateaux exactement, dont un bateau prison, les autres étant des navires militaires. Et exceptionnellement, ce bateau prison-là, qui est le MS Bathory, il va être escorté par une escorte militaire, ce qui n'était pas nécessairement le cas pour les autres bateaux prisons, parce que, bon, les impératifs militaires se situent plus en Europe, mais celui-là, lui, on veut le protéger au cas où. Et donc, il va être bien gardé, il va arriver à bon port. Et par contre, évidemment,
il est toujours très important que ces opérations-là restent secrètes. Et ça se fait en impliquant le moins de personnes possible. Bon, voilà. D'ailleurs, ni les prisonniers du bateau prison vont être au courant de ce qu'ils transportent dans leur cale. Qui sont en charmante compagnie. Qui sont en charmante compagnie et ils l'ignorent totalement. Et ni les employés des édifices dans lesquels ce trésor-là va être réparti, entre autres la Banque de Montréal à Ottawa, où on va envoyer l'or, et l'édifice de l'assurance Sun Life à Montréal. On va envoyer le trésor-là, et ni les 5000 employés de cette entreprise-là ne vont même savoir ce qui se cache dans leur sous-bassement, tellement ça va être une opération secrète. Donc, il y a seulement quelques officiels très haut placés qui vont être au courant que ce trésor-là est au Canada. Oui, effectivement, les ministres finances de la guerre, quelques financiers de la Banque de Londres et d'Angleterre, quelques personnes aussi de la Sun Life, bien évidemment. On parle de plusieurs centaines de personnes, quand même. C'est quand même beaucoup de gens, on s'entend. Évidemment, pas le simple kidam qui va débarquer les caisses au port de Halifax, parce que c'est là qu'il va être débarqué. Ensuite, le trésor est transporté par train, lui aussi secret, jusque dans ses installations. Ces gens-là ne savent même pas ce qui débarque. Mais les autorités, eux, le savent. Et malgré les risques encourus, ce qui est quand même assez surprenant, c'est que paraît-il que pas même un seul lingot d'or n'a disparu. Alors que quelqu'un aurait pu se servir dans le magot qui passe sous son nez. Un simple marin, par exemple, qui décharge une caisse et, soudainement, en perd une dans l'eau. Ça aurait pu arriver, mais non. Paraît-il que ce n'est pas arrivé. Des gens fiables. Ce n'est pas arrivé, donc oui. Mais si c'était arrivé, qui sait ce qui serait arrivé avec cet or-là. Et est-ce que les Anglais ont été les seuls des pays européens qui ont été affectés par la Seconde Guerre mondiale qui ont décidé de transférer des biens précieux vers un autre pays, comme par exemple vers le Canada? Pas du tout. En fait, c'est un des exemples. Mais les pays de l'Europe de l'Est, qui vont être dans les premiers touchés par les grandes invasions militaires au début de la guerre, vont être particulièrement touchés et eux aussi vont vouloir évacuer leurs richesses, notamment la Pologne. Et la Pologne, c'est un vieux pays. Il y a une monarchie là-bas, il y a une tradition qui date des temps immémoriaux. Et il y a beaucoup d'objets nationaux qu'il faut protéger. Et déjà, je vous dirais que à la fin de l'année 1939, là où les tensions deviennent extrêmement élevées entre la Pologne et l'Allemagne, on commence à sentir la menace. Et on va vouloir évacuer de Pologne le trésor national, qui sont des objets historiques finalement. Des objets d'une valeur absolument inestimable, des trucs du jamais vu, des objets uniques, là, véritablement. Ils vont être extraits du château où ils sont gardés. C'est un château à Cracovie. Il s'appelle le château de Wawel. On conserve là-bas des objets d'une importance nationale pour l'histoire, non seulement polonaise, mais aussi l'histoire européenne, voire occidentale. Et là va commencer la grande épopée de ce trésor-là, qu'on va appeler le trésor de Wawel. Il va se promener pas mal en Europe. On l'évacue. On l'envoie en Hongrie, de nuit seulement, dans des carrioles trafiquées, masquées, pour éviter que les ennemis le trouvent. Il va se rendre de peine et de misère, mais même la Hongrie est menacée. Et donc, on le bouge, on l'envoie en Méditerranée, à l'île de Malte, mais l'île de Malte aussi est menacée. On l'envoie en France, mais c'est le même problème qui se répète. Et donc, le gouvernement polonais, à ce moment-là, il est en exil à Londres. Et comme aussi, on va mettre au service de l'Angleterre quelques navires polonais, dont le MS Batory, le MS Sobieski, qui vont devenir des bateaux-prisons, eh bien, on cherche un endroit pour protéger ce trésor-là. Et donc, l'endroit qui va apparaître comme évident, mais c'est le même endroit où on envoie ces prisonniers-là. C'est le même endroit où on envoie le trésor monétaire. C'est l'endroit qui est considéré dans le Commonwealth comme l'endroit le plus sécuritaire, le Canada. Et donc, on va envoyer ce trésor-là ici. Et donc, en quoi consiste ce fameux trésor de Wawel qui, en passant pour nos éditeurs, s'écrit W-A-W-E-L? Exactement. Eh bien, c'est une collection d'objets historiques d'une valeur absolument inestimable. C'est le trésor national de Pologne. On parle d'épées de couronnement des rois d'une dynastie du 14e siècle. On parle de partitions originales de l'auteur, du musicien Frédéric Chopin. Des œuvres d'art d'une telle somptuosité qui sont absolument irremplaçables. Il y a aussi une épée
on a dit l'épée de couronnement, des robes d'ordre de chevalerie tellement anciens et tellement exclusifs, c'est assez une drôle d'histoire d'ailleurs, brodés d'argent que très peu ont été faits dans le monde. Normalement, à bord de ce bateau-là, il se trouve une robe de chevalier qui est une espèce de toge là, brodée du chevalier du Saint-Fantôme. C'est un ordre pour lequel on a besoin premièrement, de faire partie d'un ordre de chevalerie du Saint-Michel, et on a besoin d'être un noble dans au moins 3 nations différentes. Et c'est tellement exclusif que seulement 6 de ces toges ont été faits dans le monde. On en envoie une ici au Canada. Et on envoie tout ça ici parce que, finalement, c'est un territoire qui est assez sécuritaire. Comme pour le Trésor monétaire anglais, quand il arrive ici, aussitôt dispersé dans plusieurs institutions. On va l'envoyer, entre autres, à la Banque de Montréal à Ottawa, quelques artefacts. Au monastère de Sainte-Anne-de-Beaupré, à Québec également, on va se retrouver avec quelques objets. On va en envoyer au Musée provincial de Québec, qui s'appelle aujourd'hui le Musée des Beaux-Arts de Québec. Tout ça dans le plus grand secret, bien évidemment. Et en 1948, on va aussi en retrouver quelques artefacts à l'Hôtel-Dieu de Québec. Et ce trésor-là va demeurer ici pendant plus de 20 ans, c'est-à-dire pendant beaucoup plus longtemps que la durée de la guerre elle-même. Oui. Et dans ce cas-ci aussi, il n'y a pas eu d'artefacts qui ont été volés ou la Pologne a pu retrouver son trésor en entier, j'espère. La Pologne a pu retrouver son trésor en entier et de ce qu'on sait, rien n'a disparu ici, effectivement. Le trésor a été quand même bien gardé par des gardes militaires qui, eux non plus, ni comme les prisonniers savaient qu'ils se promenaient avec le trésor, les gardes qui gardaient le trésor de Wawel, par exemple, au musée provincial de Québec, n'avaient aucune idée de ce qu'ils conservaient. Même le secret, pour eux, est important. Et quand est-ce qu'on a enfin réalisé qu'on avait été les hôtes de ces trésors-là? Est-ce que c'est après ce fameux 20 ans pour le trésor de Wawel ou on l'a su un peu avant ça? On l'a su avant ça. Parce qu'en 1953, il y a une publication qui sort dans le magazine Maclean, et c'est un photographe canadien d'origine arménienne, mais qui est très populaire à l'époque. Il s'appelle Youssouf Karsh. Il est très connu, il y a de très très belles photos de ce photographe-là. Par exemple, si vous allez voir sur Bibliothèque et Archives Canada, on se rend compte que cet homme-là, il a photographié tous les plus grands de ce monde. Il a fait la couverture du Times avec une fameuse photo de Winston Churchill, cette fameuse photo sur laquelle il a l'air un peu d'un espèce de bulldog enragé. Là. Il envoie un espèce de regard là, au photographe. Et il y a une drôle d'anecdote avec ça, c'est que, paraît-il, Churchill fumait son cigare. Et là, il prenait une belle photo avec un sourire, mais Youssouf Karsh, c'est pas ça qu'il voulait. Et donc, pour bien montrer ce regard de lion, de cette réputation que Churchill avait, on lui retire son cigare subitement, et là, il fait vraiment une autre face. Et c'est cette face-là qui est croquée sur le vif. Ça va faire la couverture du Times. Et donc, cet homme-là se rend au musée provincial. Et pour la première fois, on ouvre les voûtes. Et là, il va prendre des photos absolument extraordinaires de ces artefacts-là. Même les gardiens jettent un coup d'œil curieux à l'intérieur de la voûte. Et ils vont être très surpris de ce qu'ils vont voir là. Ils vont être absolument émerveillés. Et en 1953, donc, la publication sort avec toutes sortes d'histoires anecdotiques. On peut le voir, l'article, il est encore disponible dans les archives du magazine Maclean sur Internet. Par contre, c'est payant pour y avoir accès, mais ça vaut la peine. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que ça va être dévoilé. Mais malgré ça, il faut attendre quand même plusieurs années pour que le trésor revienne en Pologne. Parce que la Pologne, après la guerre, dès 1945, ils envoient des émissaires au Canada parce qu'ils veulent retrouver leur trésor. Mais le Canada va dire non. On ne rend pas le trésor. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que la Pologne, après la guerre, ils ont changé de régime et c'est devenu un régime communiste. C'est devenu un satellite de l'URSS. Donc, il y a un gouvernement qui a été mis en place. Et le premier ministre du Québec à l'époque, c'est Maurice Duplessis. C'est un anticommuniste convaincu et il ne s'entend pas du tout avec les émissaires. On ne veut pas rendre le trésor, il va rester au Québec. Il faut attendre 1961 et l'arrivée de Jean Lesage et de l'équipe libérale, l'équipe du tonnerre qu'on appelle à l'époque, pour que le trésor soit finalement rendu à la Pologne 20 ans plus tard. Et pourquoi est-ce qu'on voulait conserver ce trésor-là? Je comprends qu'on avait un certain des différents là, idéologiques avec le communisme, mais c'était pas forcément pour l'utiliser, c'était simplement pas pour rendre ça au communisme, tout simplement. Non, effectivement, c'était pour pas leur faire le cadeau de le rendre tout de suite. D'ailleurs, il faut se rappeler que même si un nouveau gouvernement a été mis en place en Pologne après la guerre, le gouvernement d'avant-guerre, il est toujours en exil à Londres à ce moment-là. Il y a 2 gouvernements de la Pologne à ce moment-là. 2 gouvernements qui ne sont pas d'accord. Évidemment, le gouvernement en exil
légitimement est l'ami des alliés, la Grande-Bretagne, oui. Le Canada, les États-Unis. Et donc, on va se tenir avec cette équipe-là, si on veut dire. Le gouvernement en place, on veut pas lui faire de cadeaux, on n'est pas amis avec lui, on veut pas collaborer. Donc, on va lui mettre des bâtons dans les roues le plus possible. Et qui sait, ça peut aussi servir d'argument diplomatique, de pouvoir conserver quelque chose comme ça qui appartient à un autre pays. Ça peut servir dans les relations pour faire pression sur un adversaire éventuel. Mais effectivement, comme tu le dis si bien, ces artefacts-là ne seront pas exposés lors d'une exposition. On les utilisera pas pour les rendre au public. Ils seront conservés pour faire un moyen de pression politique, finalement. Comme en otage, finalement. Oui, ils sont gardés en otage, littéralement. Absolument. Donc, on va revenir avec nos bateaux pour une troisième pause musicale durant cette émission-ci. On va vous faire jouer du Rhum des femmes. J'imagine que tout le monde connaît cette chanson. La version Les Marins d'Iroise. Merci beaucoup, Louise. Et donc, on y va en musique. Du rhum des femmes et la bière en deux, un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que Dieu nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Hello, capitaine, février t'es galon et reste bien au chaud quand on jette sur le pont. Nous c'est notre peine qui nous coule sur le front. Alors tiens bien les rênes, tu connais la chanson. Du rhum des femmes et la guerre en deux, un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que Dieu nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Ça fait une paille qu'on n'a pas touché terre, et même une paille qu'on se fait des gonzesses en pasteur. Tant pis pour celle qui se pointera la première, puis les mots de la passerelle, la cale à lunette arrière. Du rhum des femmes et la bière en deux, un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que Dieu nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Tout est gravé quelque part sur ma peau, tellement que j'en ai les bras comme des romans photos. Mais sur de guerre, qu'une bouteille ou le couteau, tant qu'il y aura des comptoirs, on aura des héros. Du rhum des femmes et la bière en deux, un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que Dieu nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. 3000 du Cap, c'est les foies, c'est les glands, quand t'as le cœur qui dérape et les tripes qui fermentent. J'essaie de penser aux plaques, aux filles qui s'impatientent, pas aux bateaux qui craquent entre eux les ferlands. Du rhum des femmes et la bière en deux, un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que Dieu nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Du rhum des femmes et la bière en deux, un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que Dieu nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Jeanne d'Arc, tu dois libérer la France du joug de l'anglais. Est-ce que ça peut attendre? C'est 3600 secondes d'histoire. Oh, est-ce que je peux me tirer une bûche? On n'en a pas pour 100 ans. Comme le dit si bien Jeanne d'Arc, vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour cette émission dédiée ce soir à l'histoire méconnue des bateaux du Saint-Laurent. Et on a parlé jusqu'à maintenant, principalement des bateaux prisons et des bateaux prisons qui, entre autres, contribué à amener ici au Canada des trésors nationaux, mais aussi un autre type de bateau quand même assez méconnu. En fait, il n'y a pas l'usage courant de transporter des
gens ou des cargaisons. Et c'est les bateaux forts du Saint-Laurent. On en avait déjà parlé dans une émission précédente, mais on en dit quelques mots ce soir quand même. Et juste pour rappeler, qu'est-ce que c'est exactement ces bateaux forts-là? Ben, vous avez raison de le ramener sur la table, je trouve, parce que la mémoire étant une faculté qui oublie, je pense qu'il convient de rappeler des histoires qui sont méconnues du Saint-Laurent. Et les bateaux forts, c'est exactement ça, en fait. Là. C'est ces espèces de bateaux qui étaient, en fait, des phares flottants. Des espèces de bouées géantes qu'on envoie à des endroits spécifiques où la technologie ne nous permet pas de construire un phare fixe, donc ancré dans le sol. Comme par exemple sur un haut fond, un banc de sable qui va se trouver sous la surface de l'eau et donc qui est invisible à l'œil nu. On va essayer de faire des piliers forts à ces endroits-là directement dans l'eau, mais la technologie n'est pas suffisante et ils sont emportés par le fleuve. Et donc, comme il faut un phare, il faut un gardien de phare, finalement. Il faut que quelqu'un s'occupe du feu. Et donc, il faut un équipage. Et donc, le bateau va se présenter comme une solution tout adaptée. Et pourquoi c'est si important sur le fleuve? Le fleuve, il a toujours été considéré comme un des fleuves les plus compliqués à naviguer au monde. Il y a tellement d'obstacles sur le fleuve. C'est plus de 500 îles et de hauts fonds qui parsèment le fond. C'est aussi un endroit particulièrement brumeux. C'est un des espaces fluviaux les plus brumeux au monde. Et donc, éviter 500 îles, 500 hauts fonds, tout ça dans la brume, ça demande de l'aide. Et les bateaux phares sont là pour servir d'aide à la signalisation navale, finalement. Donc, il faut qu'ils soient voyants, de la lumière. Il faut qu'ils soient bruyants aussi. C'est-à-dire qu'on va mettre des cornes de brume, des sifflets de brume. On va même utiliser des gongs qu'on va acheter en Chine, à Hong Kong, en 1870 pour 4 livres seulement. Donc, on les paye pas cher et on les amène ici au Québec. C'est un peu, à mon avis, un exemple assez parlant de la connexion de Québec avec le reste du monde. Donc, comme le dit si bien le nom de votre site web, vous aimez beaucoup les anecdotes historiques. Oui. Donc, j'ai eu l'impression, en vous parlant, que ce qui vous intéressait beaucoup à propos des bateaux forts, c'était les traditions que ça a créées un petit peu dans la marine. Absolument. Parce qu'on associe souvent le monde de la marine à des traditions. Donc, pouvez-vous nous en glisser quelques mots sur ces traditions-là? Oui, absolument. Premièrement, les couleurs si symboliques des bateaux forts, le rouge et le blanc, parce qu'ils doivent être voyants, et sont récupérés par les gardes côtières américaines. Donc, canadiennes, excusez. Donc, ça va être récupéré avec le temps. Mais dans leur passe-temps, les équipages de bateaux forts ont des passe-temps créatifs parce qu'ils restent 6 mois ancrés au même endroit. Et donc, on va fabriquer des choses. Aux États-Unis, on va faire surtout des paniers en osier. On va faire ce qu'on appelle des Nantucket baskets. Le banc de sable de Nantucket, il y a un bateau phare par-dessus, et on fabrique des paniers en osier. Et ça il y a comme une espèce d'engouement autour de ça finalement. Et encore aujourd'hui, le fameux Nantucket basket, on le vend encore parce que c'est une espèce d'image de marque, même s'il n'y a plus de bateau phare. Et est-ce que c'est encore fait à la main ou maintenant c'est un peu plus industriel? C'est une bonne question. J'espère que c'est encore fait à la main pour respecter la tradition. Oui, et que ça en soit un vrai. Que ça en soit un vrai, effectivement. Mais ici, au Canada, on fera pas de panier en osier, on va plutôt faire des lavettes de vaisselle. On va prendre des vieux morceaux de toile qu'on va défaire en morceaux et on va faire des espèces de mopettes de lavettes à vaisselle avec ça. Parce que c'est des activités, créatives, ça prend du temps, mais aussi ça va venir exploiter les compétences en nœuds et en cordage des marins. Et ces petits objets-là, qui n'ont pas l'air de grand-chose, qui sont des objets absolument anodins de notre vie quotidienne aujourd'hui, les marins, ils mettaient du temps pour faire ça. On les peinture, on met une espèce d'huile particulière par-dessus pour en faire un objet d'art, finalement. Et je sais pas si c'est quelque chose qui est resté aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de bateaux forts, mais ça a été très populaire à l'époque. En fait, et moi, je trouve ça très drôle parce que il y a quelques années, j'ai été témoin de cercles de fermières dans la région de la Beauce. Et il y a des dames qui font encore de ces lavettes-là à la main. Et je pense à une dame en particulier, et c'est un beau partenariat avec son conjoint. Son conjoint fait le manche en bois pendant l'hiver. Donc, il fait ce côté-là, et elle fait le tissage, donc les nœuds, etc., avec une réutilisation de vieux tissus qu'elle va défaire pour pouvoir faire ses lavettes. Donc, une belle récupération, un beau zéro déchet, justement. Oui, absolument. Il faut dire que les bateaux forts sont restés quand même sur le fleuve environ près de 150 ans. Et donc, c'est intéressant, comme tu le soulignes, de voir des traditions comme ça qui sont restées avec le temps. Oui, même en région qui n'est pas très... navale. Oui, exactement. C'est plus agroforestier, mais oui, il y a encore ça. C'est super intéressant. Oui, tout à fait.
Donc, malheureusement, c'était tout le temps qu'on avait pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une entrevue avec Gilles Galichan sur son livre à paraître sur l'église Saint-Charles de Limoilou. Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, c'était une émission sur les histoires méconnues des bateaux sur le Saint-Laurent avec Samuel Venière. Oui, et j'aimerais juste rajouter que si jamais vous voulez en entendre davantage sur les bateaux forts du Saint-Laurent, il y a l'entrevue qu'on a réalisée il y a environ 1 an, le 25 janvier 2017, avec les auteurs du livre portant le même nom, donc monsieur Jean-Pierre Charret et monsieur Jean Cloutier. Donc, allez sur notre site et de 3600 secondes d'histoire, vous allez retrouver la balado-diffusion, donc vous allez pouvoir avoir toutes les informations sur les bateaux forts. Donc, à tous nos auditeurs et auditrices, je vous souhaite une très bonne soirée de la part de toute l'équipe de 3600 secondes d'histoire. Et pour finir, on va se laisser en musique, une petite douceur qui concerne les bateaux. Donc, un texte de Gilles Vigneault interprété par Louis-Jean Cormier qui se nomme « C'est les bateaux ». Bonne écoute tout le monde et bonne soirée. Bonne semaine. Si les bateaux que nous avons bâtis prennent la mer avant que je revienne, cargue ta voile, aussi la mienne. Fais comme si nous en étions toujours les capitaines. Nous en étions toujours les capitaines. Profond comme au large de l'île, doux comme une aile, distant l'est, loin comme l'Angleterre. Je t'aimerai, t'aimerai. Si les trésors dont nous avions la clé, le plan, la carte et la belle aventure n'étaient que rêves et qu'imposture, évoque-les par des drapeaux de pluie dans les matures, par des drapeaux de pluie dans les matures, profond comme au large de l'île, doux comme une aile, distant l'est, loin comme l'Angleterre. Je t'aimerai, je t'aimerai. Si je me fais facteur ou jardinier, ne viens plus me parler de contrebande. Et si tu veux que je me pende au grand hunier, raconte-moi que tu as vu l'Irlande. Raconte-moi que tu as vu l'Irlande, profond comme au large de l'île, doux comme une aile, distant l'est, loin comme l'Angleterre. Je t'aimerai, je